Vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci à vous tous, évidemment, à l'international. Mohamed Ali, on continue le débat. On parle de ce calendrier des examens dévoilés, il faut le rappeler. C'est au mois de juin. Je le rappelais tantôt, Mohamed Ali. Oui, c'est au mois de juin, Lamine. J'étais en train de rappeler que quoi que l'on dise, ça avait été ficelé parce que c'est au début de l'année, l'exercice précédent où on décide presque tout. Vous savez, le programme scolaire est enseigné sur 9 mois. Ouais. Et les examens sur un mois à peu près. Donc du coup, vous remarquerez que le programme sur 9 mois n'a pas été respecté. Je donne les calculs. On a programmé les examens au mois de juin. Ce qui veut dire que les cours vont s'arrêter au mois de mai. Donc déjà, sur 9 mois, on a amputé un mois. Il reste 8 mois. Dans ces 8 mois-là, vous verrez qu'on a pris les congés de Pâques, les congés de fête, etc. Et chaque congé, c'est presque 2 semaines, puisqu'il y a deux types de congés. Un mois. 2 semaines, ça fait un mois. Donc, sur les 8 mois, il reste 7 mois. Quand on calcule le retard dans le démarrage des cours, notamment à l'intérieur du pays, parce que les enseignants contractuels avaient refusé de venir, etc. Justement, hier, ils étaient très en colère. Et vous savez, de façon intermittente, ils ont boycotté les cours par-ci, par-là. Il faut rappeler qu'ils sont assez nombreux. On parle de 70% du corps professoral, notamment à l'intérieur du pays, constitué par ces enseignants contractuels. Vous verrez que là aussi, on n'a pas eu les 7 mois de cours. Il faut y ajouter les quelques jours qui ont été grignotés par l'explosion de Kaloum, par ceci, par cela, etc. Donc, on est autour de 6 mois, 6 mois de cours exacts, en fait, dans les écoles. Un programme établi sur 9 mois, on se retrouve avec 6 mois. Comprenez la suite, l'impact sur les élèves. Deuxièmement, Lamine, j'ai l'impression que le nouveau ministre qui est arrivé, en fait, il veut... Puisqu'il ne peut pas, à ce niveau, apporter quelques réformes, que cela soit à part quelques replacements avec des décisions qu'il prendra, il veut évacuer ça pour refaire, si vous voulez, le système en et pour refaire le système en sa manière. Donc, Lamine, ceux qui disent qu'on est à 80% du programme, ils mentent, c'est faux. Parce que ceux qui le décident ne sont jamais dans les classes. Et ceux qui sont dans les classes ne disent jamais à quel niveau ils se trouvent. Mais quand vous partez sur le terrain, vous verrez que les enfants, puisque vous parlez d'assimilation d'Aouda, n'ont même pas 50% de ce qui a été assimilé. C'est-à-dire notre système est fait de sorte que l'élève restitue ce que l'enseignant lui a donné. On n'amène pas l'élève à produire. On l'amène à restituer ce qu'on lui a donné exactement. Et ça, c'est un problème. Là, j'ai été sidéré, par exemple, de savoir que sur les 27 000 que constituent les enseignants des écoles primaires publiques en Guinée, seulement quelques 1500 ont un diplôme universitaire. 1500 ont un diplôme universitaire. Autrement dit, plus de 23 000 n'ont pas de diplôme. Et c'est eux qui sont en train d'enseigner à l'école primaire, dans les écoles primaires publiques, etc. En fait, c'est sidérant. Notre système n'est pas que malade. En fait, c'est tellement dépassé que ça ne sert presque pas à grande chose. Mais c'est le moment des examens qui s'avère être très important. Jusque-là, on a privilégié les examens parce que c'est là où on peut finir la construction de sa maison, on peut s'acheter une nouvelle voiture à travers les fraudes qui s'organisent avant, pendant et même après les examens. Lamine, j'ai compris finalement que ces dernières années, notamment, c'est pas moins d'1 milliard que les gens pipent sur simplement une activité au niveau des examens. L'écart des candidats. Vous trouvez que l'année dernière, par exemple, on était à presque 1 demi-million de candidatures, examens, brevets et baccalauréat. C'était autour de 600 000 candidats, tout le monde réuni. Mais vous verrez que ceux qui ont effectivement été en classe, qui ont composé, c'est moins que ça. Et cette différence a été délibérément ajoutée parce que chaque élève coûte à l'État, chaque salle de classe doit être équipée, chaque équipement doit être acheté. Et ça, quand vous calculez rien que sur ça, c'est entre 1 milliard à 2 milliards de francs économisés qui n'est jamais retourné à l'État et qui n'est jamais déclaré. Vous verrez bien comment est-ce que mais à l'époque, quand même, il y a eu des efforts. A essayé. Voilà. Mais comme on le dit en poulard, donc il ne me coche. C'est-à-dire on lui a dit que ce sera sa dernière fois, en fait. Parce que les gens n'ont pas aimé. Parce que c'est pas possible. Les grandes gueules.
comment vous pouvez imaginer Ouais. l'exercice précédent, Ouais. on a dépensé, c'est-à-dire que l'exercice précédent, avec plus de candidats, on a dépensé moins d'argent qu'avec moins de candidats. En Ouais. fait. Ouais. C'est-à-dire que une année, on avait moins de candidats, Ouais. on a débloqué plus de 40 milliards de francs. Et l'année à laquelle on avait plus de candidats, on a débloqué moins d'argent. C'est le contraire qui était censé se passer. Ouais. Donc il y a un business autour, c'est pourquoi les examens sont friands et tout le monde veut aller là-dessus. Tout le monde veut aller parce que quand on dit qu'il n'y a pas d'argent au ministère de l'enseignement préuniversitaire, c'est faux. Il y a des milliards là-bas et ceux qui savent les prendre savent exactement où les prendre, comment les prendre et à quel moment les prendre. Et les meilleurs moments pour les prendre, c'est justement la période des examens. C'est pourquoi tout le monde veut trouver son intérêt dedans. Ce qui nous soulève des questions du genre vendredi on ne fait pas examen, etc., etc. Parce que chacun veut trouver sa part dedans. Lamine, aujourd'hui, l'école en Guinée doit être refondée. Enfin, si je suis d'accord avec le CNRD sur leur mot, c'est la refondation. Là-bas, ce n'est pas qu'une rectification. C'est une refondation qui doit être faite au niveau du système éducatif. Des trois, mais surtout au niveau de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Les acteurs même doivent changer. Aujourd'hui, l'une des choses que qu'on reproche, j'ai compris, au nouveau ministre qui arrive, c'est qu'il refuse de composer avec les chefs d'état-major de Guillaume, parce qu'il les considère comme n'étant pas à la hauteur à un moment donné. Donc, lors de son premier conseil de ministre, d'après ce que j'ai appris, il dit, tu viens pas le voir avec un problème si tu n'as pas de solution. Et pour venir le voir, il faut d'abord passer par le secrétaire général, parce que lui, il est le ministre, c'est-à-dire que sa porte ne peut pas être tout le temps ouverte, tout le monde vient, etc. Or, un ministre est manager à la base, donc c'est bizarre. Et si c'était ça la solution dans ce département, donc c'est déjà l'installation d'un climat délétère. Mais c'est ce qu'il dit justement. Si personne n'a accès à toi, ça devient très problématique. C'est pas que personne a accès à lui. Oui, mais quand tu dis qu'il faut passer par le ministre, par le secrétaire général, c'est normal. Moi, je pense que c'est normal ça. Oui, mais c'est normal. Parce que si tout le monde a accès au ministre, ça devient de l'anarchie. Non, mais la manière de le dire. Je ne dis pas de s'enfermer, mais il faut qu'il y ait ce process-là. Pour dire, si vous avez envie de me voir, voici mes adjoints. Si eux, ils ne peuvent pas résoudre votre problème, en ce moment, vous pouvez venir voir le ministre. Mais même pour acheter la craie, il faut aller voir le ministre. Non, c'est pas dans ce sens-là. Il nous renvoie toujours vers ses adjoints. Va voir telle personne, c'est lui qui règle ton problème. Ça arrive ou pas? Mais bien sûr que ça arrive. Voilà, c'est ce qu'il fait. Bien sûr que ça arrive. Et pourquoi tu arrives jusqu'à chez moi? Alors pourquoi on arrive jusqu'à chez le ministre? Parce qu'il est manager. Voilà, c'est la même chose en fait. Je veux dire que ce qu'il... Il est terrible ce garçon. Les grandes gueules. C'est cela. Mais aussi le fait qu'aujourd'hui, il pense que oui, parce que en fait, quand il était en dehors, il connaît le système. Et je pense qu'il a appris à connaître ceux qui étaient dans le système. Ceux qui étaient compétents et ceux qui ont été concoctés parce que, tout simplement, ils sont amis à tel, ils sont amis à tel. Et ceux qui sont responsables des différentes... de la fabrication, donc les usines de fabrication de fraude, etc. Donc, il ne veut pas... travailler avec eux, mais puisque c'est pas à lui de les enlever, il essaie de s'en méfier au plus. C'est ce que j'apprends. Et j'apprends aussi qu'il y a beaucoup dans le cabinet de Guillaume qui cherchent des postes ailleurs, parce qu'ils savent qu'ils ne serviront plus à grand chose au niveau de... Oui, vous savez, Guillaume avait un cabinet composé de ceci, celui-là, etc., etc. Mais il n'est plus ministre. Oui, il n'est plus ministre, mais son cabinet est là. Les grandes gueules. Son cabinet qui est là, avec celui qui est arrivé, les méthodes sont tellement différentes que, voilà. Chacun veut se sauver, quoi. Chacun veut chercher un département ailleurs, quoi. Il y en a qui ont commencé à consulter Bala Samoura parce qu'il est des Farana, et puis eux aussi, ils sont des Farana, donc ils veulent quitter le département ou obtenir d'autres postes. Qu'est-ce que t'en sais, Mohamed Ali? Mais tu parles avec des codes. C'est simple que nous, on ne peut pas décoder ça, en fait. J'ai appris, j'ai un bon maître, Lamine. Des gens, ouais, justement. Voilà, ça commence bien, là, c'est pas possible. Lamine, qui parle tout le temps avec des codes. Non, pas du tout. Pas dans ce sens-là. Ben oui, attendez. C'est qui ce Faranaka là, justement? C'est ça. Vous n'aurez rien. Parce qu'il y en a qu'un. Vous savez, j'ai très bien appris mes leçons. Ça fait quand même 10 ans que je vous côtoie. Donc rien ne sortira. Donc Lamine, je suis en train de dire que oui, on est, pour finir, dans une évacuation de ces examens. Donc on ne peut pas attendre grande chose. Sauf que cette fois-ci, peut-être qu'il n'y aura pas de code QR, il n'y aurait pas de confinement de ceux qui doivent choisir les sujets, il n'y aurait pas de caméra de surveillance. Et il y aura moins de propagande autour
retour en réalité. Peut-être à cette différence, mais sinon, sur l'impact, les résultats, est-ce que les élèves peuvent en bénéficier? Est-ce que ça sera mieux que l'année dernière? Je ne pense pas du tout. Non, mais rien ne va changer à ce niveau. Parce que le mathématicien Guillaume Aving était capable... Quelqu'un m'a dit, pour finir là-dessus, que Guillaume, il avait tout prévu, il avait tout calculé sauf le jour de son départ. Et il a oublié que Guillaume, c'est 6 lettres. Et puis... Hawin c'est 6 lettres et puis prison c'est 6 lettres et donc actuellement il a énormément de problèmes parce que les écoles qu'il a annoncé avoir construit, la Cour des comptes ou je sais pas quel service se trouve sur le terrain en train de voir, se trouve sur le terrain et il n'y a rien qui soit construit dans ces écoles qui ont été annoncées. Les Baridiawadou, les salles de classe préscolaires et tout ce qui a été annoncé, rien de l'argent, on a sorti de l'argent, rien sur le terrain. Having 6 lettres, prison 6 lettres. Personne n'avait calculé ça. Pour revenir rapidement sur les examens, mes collègues sont déjà revenus sur le calendrier en le commentant. Il va se dérouler du 10 je crois au 22 juin. Tous ces examens-là sont censés se dérouler dans cette période-là avec pour le certificat d'études pas de repos et puis des jours de repos pour le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat unique. Il faut dire déjà sur la question de la planification du programme. On l'a dit, si on revient sur les arrêts qui ont été constatés, si on les cumulait, on est à un peu plus d'1 mois et donc non autorisé d'arrêt de cours, mais pour des circonstances aussi qu'on connaît parce que l'explosion du dépôt de pétrolier de Kaloum en fait partie, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres événements comme la grève générale qui avait été enclenchée, qui ont conduit à ce type de situation. Il y a aussi le fait que certaines villes n'ont pas connu les mêmes temps d'arrêt que d'autres. Conakry a été par moment paralysé et l'intérieur du pays ne l'a pas été. Et à un moment, il y a eu aussi Mamou et puis Kankan qui ont connu des journées de paralysie en raison de la grève des enseignants contractuels qui sont les plus nombreux, quoi qu'on dise, qui sont encore, qui occupent, n'est-ce pas, ces salles de classe. Et quand on prend la planification des programmes scolaires, vous avez le temps des cours magistraux, mais il y a aussi le temps des évaluations semestrielles pour le secondaire et les évaluations trimestrielles pour l'élémentaire. Je crois à un moment donné, Ibrahim Kourouma avait amené les évaluations mensuelles, je ne sais pas si c'est encore maintenu, mais vous avez beaucoup d'évaluations qui occasionnent en tout cas l'arrêt des cours par moment. Mais c'est comptabilisé quand même parmi les 9 mois. Je suis donc d'accord avec Mohamed Ali que ceux qui déclarent comme ça devant les médias que nous sommes à 80%, soit ils sont en train de bâcler l'exécution des programmes, ou alors c'est un mensonge, parce que ce n'est pas possible, avec tous les arrêts qu'on a connus là, d'être aujourd'hui à 80% d'exécution du programme. L'autre chose, il faut quand même dire que le public est beaucoup plus affecté par les différentes crises que le privé. Ce qui fait que après l'organisation des examens, vous vous rendez compte que le privé vient toujours devant. L'année dernière, il y a eu un petit changement dans les résultats, mais pas pour le privé. Le changement qu'il y a eu, c'est le succès de Sigiri, que beaucoup avaient soupçonné autant de je crois, Bano, que évidemment c'était et des Sangaré, c'était dû à la fraude organisée qui faisait que du côté des Sigiri, au baccalauréat, les meilleurs venaient de là, mais également au brevet d'études du premier cycle, les moyennes les plus élevées sortaient de là-bas. Donc à l'arrivée de Guillaume, Sigiri n'a pas connu ce succès-là. Cette année, je crois, le défi à relever, par exemple, je crois que c'est trop tard pour Sedi parce qu'il n'a pas préparé ces élèves-là, c'était d'arriver quand même à donner de l'importance aux écoles publiques. Parce que c'est maintenant là qu'il y a cette situation
où les écoles privées prennent le leader, ont pris le dessus. Les grandes Par le gueules. passé, je crois. Ça s'explique, hein, de par les enseignants. Mais tu peux allumer le micro, Mohamed Ali. Voilà. Je dis ça s'explique sans te couper la parole de par les enseignants et surtout le processus de recrutement des enseignants dans les écoles publiques, mais ça a tué complètement le système éducatif, notamment le programme qu'on a appelé FIMG, programme formation initiale pour des maîtres de Guinée. Oui. C'était un spécialiste canadien qu'on avait consulté et là on est venu parce que la Banque mondiale avait accepté d'accompagner, juste une parenthèse, avait accepté d'accompagner, il y avait de l'argent. On a dit ceux qui sont sortis d'université peuvent postuler pour devenir enseignant. Pour devenir enseignant. On n'a pas trouvé de preneur. On a dit ceux qui ont été candidats au baccalauréat. On n'a pas trouvé enseignant. Les grandes gueules. Envoyé l'argent à la Banque mondiale parce qu'on n'a pas trouvé preneur. Finalement, on a ouvert encore un peu plus. Niveau brevet, ça n'a pas suffi parce que c'était un recrutement de masse. Bien. Et ils ont mis tout le monde dedans. Ça, c'est pour le primaire. Hein. Non, même parce que pour même le collège. Je comprends qu'il y a beaucoup de problèmes en fait à la fois. Donc... Beaucoup de problèmes. Ouais. Et ce qui fait que ces derniers temps, vous voyez que c'est au niveau du privé. Mais au niveau du privé aussi, il y a des questions parce qu'on écoute certains observateurs. Il n'y a pas seulement les meilleurs au privé parce que ils sont tous bons. Ouais. C'est vrai qu'il y a des bons élèves au privé tout comme au primaire. Mais les chances que les élèves qui partent au privé ont, ceux qui sont au public n'ont pas cette chance-là. Je me rappelle, par exemple, lorsqu'on prenait encore en compte les moyennes de cours, je ne sais pas si c'est encore le cas jusque maintenant au baccalauréat, lorsque vous partez au baccalauréat avec les moyennes de cours, il se trouve que les élèves qui venaient des écoles privées partaient avec des fortes moyennes. Donc, par exemple, un élève du privé pouvait partir avec 16 ou 17 de moyenne comme ça, en sciences sociales. Hein, et puis, il va au baccalauréat. Il lui suffit d'avoir même 4 de moyenne pour décrocher son baccalauréat. À l'époque, c'était ça. Ouais. Après, bon, je crois à l'arrivée des cas au carré, il a dit qu'il faut supprimer ces moyennes de cours parce que c'était en défaveur, n'est-ce pas, de ceux qui sont évalués rigoureusement dans leurs écoles. C'était le gombo des professeurs principaux et puis le gombo aussi pour les privés parce que les privés, sachant que c'est sur cette base-là qu'on évaluait finalement au baccalauréat, qu'on calculait les moyennes et donc ils laissaient les candidats partir avec de fortes moyennes et finalement ceux qui venaient du public, vous êtes évalués avec une telle rigueur que souvent si le premier sort 14 de moyenne, hein, le premier des premiers, il va partir avec peut-être 14 forts ou 15. Il va se comparer avec un premier du privé qui est venu avec 17. Évidemment, il aura du mal à lui ravir, n'est-ce pas, la vedette. Il y a un véritable travail à faire pour qualifier davantage les apprentissages au public, mais également pour gérer un peu les évaluations. Parce que s'il n'y a pas un travail de fond sur les évaluations, on va toujours permettre la fraude, comme on l'a dit, hein, la fraude systémique, on l'a à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la préparation des évaluations, jusqu'à la correction, même jusqu'au niveau du service informatique même, qui va finalement introduire les moyennes là, qui vont être publiées comme étant les moyennes obtenues par candidat. Allez, un panier à scrap, moment marrant, j'ai envie de dire, hein, voilà. Oui, c'est ça, panier à scrap, allez-y, vas-y. Ouais. Bon, Lamine, que dire de nouveau sur ce secteur? Je me suis plaint pendant des années, parce que, et d'ailleurs surtout sous le magistère de M. Guillaume Awing, je continue de croire qu'il a été un mauvais casting pour ce département-là. Honnêtement, je pense que c'était un homme de théâtre qu'on a malheureusement parachuté à la tête de ce département qui a cessé d'être le ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale pour devenir le ministère des examens nationaux. Et je trouve cela dommage. Je ne peux pas comprendre qu'on appelle quelqu'un mathématicien, voire même professeur agrégé en mathématiques, et qu'il ne propose aucune réforme des programmes. Le gros problème d'abord de notre enseignement aujourd'hui, c'est les programmes. On a un programme, mais anachronique, totalement déphasé, qui n'a plus rien à voir avec les réalités d'aujourd'hui, encore moins qui se projettent dans l'avenir. Or, on le dit avec beaucoup d'éloquence qu'au lieu de préparer l'avenir de tes enfants, prépare tes enfants pour le futur, pour l'avenir. Mais l'école guinéenne ne forme pas des cadres pour le futur. Les programmes sont obsolètes.
On continue de nous enseigner, de nous donner des cours dont parfois des contenus. Je prends par exemple l'exemple sur les sciences sociales. Quand vous prenez les romans, c'est des romans que vous ne trouvez même plus dans les librairies. Heureusement qu'il y a des petits malins à Conakry qui continuent de faire les photocopies et donc qui vous les vendent à 20, 30, 40 000 francs. Ça déjà, c'est un problème. Les contenus sont mauvais. Les enseignants, excusez-moi, il y en a de très bons. Mais ceux qui sont arrivés depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, pour la plupart qui ont été formés, qui ont suivi ces programmes de formation rapide, les niveaux laissent à désirer. Il y a donc un problème au niveau du corps enseignant. Ça, c'est l'autre problème. Parlons même de l'encadrement au niveau central, même au département. C'est un ministère de Gombo. C'est un ministère de Karamboui. C'est un ministère, je vous assure, les gens, ils vivent là-bas. Ils sont tous faméliques, rachetiques, maigres pendant toute l'année. Dès que le mois de mai approche, avril déjà, parce que maintenant là, on va commencer à déposer les premières listes. Les listes sont déposées avec du nem-nem, Lamine. Les gens sont contents. C'est maintenant qu'ils vont avoir les prix des briques pour continuer la construction des maisons qu'on a entamées il y a 18 ans. Et c'est maintenant qu'ils vont commencer à gagner quelques kilos sur le ventre. Quand vous êtes au service des examens, quand vous êtes au service... Non, lui n'est pas dans ça. Pourquoi tu te regardes le ventre? Je ne veux pas être méchant et qu'il ne me saute pas de mon combat. Voilà, allez-y, Mohamed. Lamine a fait des efforts pour casser les kilos. On sait ceux-là à qui le mariage a fait prendre des kilos. Voilà, on peut continuer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Lamine, je te parlais de l'administration centrale de l'éducation. Oui. Vous êtes en train de dire... Je suis bien marié, c'est tout. Excuse-moi, qu'est-ce qu'on a? Mon ami, tu ne peux pas parler à côté de nous. Hein? Non, voilà, nous on tient nos mariages depuis 10 ans, 15 ans. Voilà. Je suis très bien marié. Roby, s'il te plaît. Tu es nouveau dans ça. On sait. Voilà. Pour faire plaisir. Suis ton stage. S'il te plaît. Suis ton stage. Mohamed. Suis ton stage avec sagesse. Écoute. Mohamed, pour faire plaisir à Aïcha, je dirais qu'il est bien nourri. Voilà. Comme le dit Ibro Aïcha, Niamé. merci pour le boulot que tu fais, sincèrement. Voilà quoi, parce que ce polisson-là, voilà, merci de le gérer pour S'il nous. prend du poids, c'est qu'il est trop nourri. Allez-y, Mohamed Mara. Bon, c'est bon, on peut fermer cette parenthèse. Ne joue pas avec nous, hein. Voilà, tu sais qu'on te connaît. Bien. Alors, je parlais de l'administration centrale. Ouais. Je vous donne un exemple tout bête de l'inspection de l'éducation. C'est quoi leur job? Thomas, dis-moi, pourquoi on va demander à des enseignants, même devant les caméras, de faire des rapports sur le taux d'exécution des programmes? Si l'inspection fait son job, l'inspection va sur le terrain. Sur ceux qui existent, Ce n'est pas... personne n'a son métier d'inspecteur. Mais oui, ça c'est... Ils sont juste là parce que l'inspecteur est formé comme ça. Ça c'est comme ça. Alors que normalement c'est une profession, c'est un métier à l'intérieur des professions de l'éducation. Normalement l'ISEC doit former des gens spécialisés. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quand tu ne sers plus à grand-chose, tu es vu et ainsi de suite, on te retire. Ou bien tu dis que tu es fatigué, tu es malade, tu as d'autres activités, hein, tu as une société ou une ONG. Qu'est-ce qu'on fait? On te nomme quoi? Archiviste. Maintenant, je crois qu'ils ont fini avec ça. Et bibliothécaire, ils ont fini maintenant avec ça. C'était des postes comme ça, on t'envoie, parce que tu n'es jamais présent, tu reçois ton salaire et tu continues de piloter ton ONG. Mais ils ne vont pas sur le terrain. Qu'est-ce qui peut faire foi mieux que les cahiers des enfants? Non, moi je me rappelle quand on était à l'école, les inspecteurs, c'est nous-mêmes, les élèves ont été inspectés. Le jour où on dit que les inspecteurs doivent arriver, le professeur a plus peur de vous. Parfois on n'annonce même pas. Vous êtes assis en classe, c'est un étranger qui rentre, il s'assoit au fond de la classe. Eh ben voilà. Il prend un cahier pendant le cours, il vérifie. Et après, il prend plusieurs cahiers. Et parfois, tu sens que l'enseignant mouille, comme le disent les Ivoiriens. Oui, mais le maître mouille. Dès que vous voyez que le maître, il tremblote, il sait que l'inspecteur est au fond de la salle. Parce que lui, il sait que c'est un inspecteur. Parce que si les enfants ne répondent pas correctement, si les cahiers ne sont pas tenus, si les leçons, il y a des dates qui manquent, il sait qu'il a des problèmes. Ils ne le font plus. Ils sont assis dans les bureaux. À cause de cela, les écoles privées prolifèrent. On a inversé le système. Quand nous on allait encore à l'école, les meilleurs de la République venaient des écoles publiques. C'est connu. Quand tu prends un lycée équipé, tu prends un lycée de Mali, tu prends le lycée 3 avril de Cancan, tu prends Félix Roland Momier, le lycée de Guékedou, là, comment ça s'appelle? Josie Prostito. On savait c'était lesquels les lycées de référence. Aujourd'hui, on a renversé la pyramide. L'État a démissionné. Pendant ce temps, on nous envoie des gens avec des titres ronflants.
Je suis mathématicien, c'est trouver la concordance. Vous avez vu, hier, quelqu'un m'a envoyé hier nuit l'un des derniers postes où il s'amusait encore avec des chiffres, bénédiction et malédiction, je crois, en 11 lettres. Et voilà, prospérité, je ne sais même pas, richesse et pauvreté, tel nombre de lettres, ainsi de suite. C'est à cela qu'on a passé, c'est avec ça qu'on a passé 2 années, qu'on a foutu les 2 années. Lamine, le problème, il est entier. Les résultats qu'on verra vont sanctionner la dernière année de Guillaume. Et je le dis encore une fois, ce n'est pas le niveau des élèves qu'on est en train d'évaluer. C'est le niveau carrément de notre système de formation dans les écoles de l'enseignement préuniversitaire qu'on est en train d'évaluer. Et là-dessus, les premiers à être évalués, c'est tous les ministres qui se sont succédés ces 20 dernières années. Ce sont tous les enseignants qui se sont succédés ces 20 dernières années, y compris le ministère de l'Enseignement supérieur qui a la charge de former les enseignants du secondaire, justement, y compris le ministère de l'enseignement technique qui forme les enseignants, les instituteurs ordinaires. Tu vois, c'est tout un problème. Voilà pourquoi je dis il faut refondre carrément le système. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on continue de faire du ministère de l'Éducation ou du secteur de l'éducation un endroit où on peut éclater en 4 ministères simplement pour contenter des gens. J'en ai marre de ça. Même dans des pays où on a des millions et des millions d'étudiants et d'écoliers, ces pays-là ont un seul département parce que les réformes doivent être à la fois linéaires et cohérentes. Mais ici, chaque département porte. Et le département qui doit s'occuper de l'enseignement préscolaire, c'est où? C'est l'éducation. Nanette récemment et maintenant Charlotte. Pas plus tard qu'hier, je crois. C'est au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Ils ont rapatrié depuis quand? Non, vous ne suivez pas. Attends, je vous donne... Non. Les crèches et les maternelles ne dépendent pas d'eux. Ah non, ils avaient ramené. Je te donne un exemple. C'est pourquoi Guillaume, je t'explique. Maintenant, le micro n'est pas ouvert. C'est pourquoi Guillaume était chargé de construire les salles préscolaires. D'accord. Mais c'est hier qu'il y a eu un accord qui a été signé entre Alpha Bakar, par exemple, et Dafé. Oui, justement pour la construction de ces crèches. D'accord. Mais dans ce cas, pourquoi ce n'est pas signé avec la personne qui gère le ministère de l'enseignement préuniversitaire, mais plutôt avec la ministre des Affaires sociales? Bon, je ne sais pas de quel contrat tu parles, mais je sais quand même que le préscolaire maintenant se trouve à l'enseignement préuniversitaire. D'accord. Allez, mais préscolaire, scolaire, secondaire et universitaire, pourquoi technique et professionnel, pourquoi ne pas en faire une seule entité? Ailleurs, là où on est capable de faire administration du territoire. Ailleurs, on est capable de faire administration du territoire, affaires politiques, décentralisation, tout ça dans un seul département qu'on appelle le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Pourquoi voulez-vous que pour un petit pays comme ça, avec un budget famélique d'à peine 2 milliards de dollars par an, qu'on ait autant de départements ministériels, avec des réformateurs eux-mêmes mal informés, mal formés, et qui vont réformer qui? Dans un pays où on va demander à un maîtrisard de former un autre maîtrisard. Il va former des maîtrisés. Merci beaucoup Mohamed. Voilà, Mohamed Mara. Allez, pour clore s'il te plaît en 30 secondes mon cher ami. Oui, il va former des immaîtrisés, je vais dire. Je crois aujourd'hui ce n'est pas que ce soit circonscrit sur Guillaume. Depuis un certain temps, on a résumé la mission du département à l'organisation des examens. Ça, c'est depuis longtemps. Aujourd'hui, la préoccupation qu'on a, exécution du programme à 80%, et on le dit juste par rapport aux examens. Mais ceux qui sont dans les classes intermédiaires, vous savez, la politique de l'éducation de masse, c'est-à-dire il n'y a pas de redoublement, et aujourd'hui, dans les classes intermédiaires maintenant, il n'y a pas de redoublement. Et parfois, quand vous avez votre enfant dans une école privée, par exemple, et il a une moyenne de 8, ce sont les enseignants même qui vous disent non, il n'a qu'à juste suivre les cours de vacances que vous payez, et l'année prochaine, il va en classe supérieure. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ça, qu'on comprenne que notre école constitue aujourd'hui un problème et fondamental pour nous, pour notre développement. Daouda Mohamed Kamara. Il est 11h38.